Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Ce qu'il faut que tu fasses, Lee, c'est que tu choisisses ta voie et que tu y crois ferme. Je veux que tu deviennes quelqu'un de fort, Lee. Et je serai fier de toi. Yo tout le monde, aujourd'hui on s'attaque au dieu du taijutsu, le fauve de jade de Konoha, j'ai nommé Gai Maito. Comme d'hab, on va revenir sur son parcours afin d'évaluer sa puissance et son évolution tout au long du manga, en la mettant notamment en perspective avec celle d'autres personnages. Mais allez, ne perdons pas plus de temps et attaquons directement avec la jeunesse de Gai. Let's go. Gai Maito est le fils de Dai, un éternel genin dont les faibles compétences en ninjutsu et en genjutsu l'avaient empêché de passer ne serait-ce que chunin et lui valait les moqueries des autres shinobi de sa génération. Malgré ça, Dai n'avait jamais abandonné l'idée d'être ninja. Après 20 ans d'entraînement physique acharné, Dai était parvenu à maîtriser la technique ultime de taijutsu, la formation des 8 portes qui consiste à faire sauter un à un les 8 points de libération du système circulatoire du chakra régulant le flux d'une personne. Kakashi nous explique même durant le combat entre Lee et Gaara que cette technique offre temporairement à son utilisateur une puissance supérieure à celle d'un Hokage, une affirmation qui prendra tout son sens seulement des centaines de chapitres plus tard, mais on y reviendra le moment venu. Bref, c'est grâce à sa détermination et à sa conviction qu'en ayant confiance en soi on peut accomplir de grandes choses, que Dai Maito maîtrisera cette technique qu'il enseignera par la suite à son fils Gai, lui aussi ayant de grosses lacunes en genjutsu et en ninjutsu, au point de rater l'examen d'entrée à l'académie. Et rendez-vous compte, Naruto était décrit comme un raté car il avait échoué 3 fois à l'examen final de l'académie, donc imaginez un type qui échoue carrément à l'examen d'entrée, c'est limite du jamais vu. Heureusement, Dai Maito ne s'est pas contenté de transmettre sa technique des 8 portes à son fils, il lui a aussi inculqué ses valeurs de détermination et d'abnégation que Gai partagera par la suite avec son élève et fils spirituel Rock Lee. Avec cette mentalité, Gai finira par intégrer l'académie après des entraînements acharnés, où il rencontrera les autres futurs shinobi de sa génération, parmi lesquels Asuma, Kurenai, Rin, Obito et bien sûr son futur rival Kakashi. Après sa promotion au rang de genin, Gai intègre une équipe de 3 avec Ebisu et Genma comme le veut l'usage. Et un jour, lors d'une mission, son équipe et lui sont encerclés par les 7 épéistes de la brume. Mais son père Dai arrive juste à temps et ouvre la 8ème porte, sacrifiant sa vie pour sauver son fils et ses coéquipiers. C'est à ce moment-là que Gai comprit réellement les paroles prononcées par son père des années plus tôt. La plus belle victoire d'un homme, ce n'est pas de réussir à battre plus fort que soi, mais d'arriver à protéger les êtres et les choses qui lui sont chères. Là encore, cette idée prendra tout son sens des décennies plus tard durant la 4ème grande guerre ninja, mais ne nous pressons pas, on y vient. Toujours est-il que dans l'animé, Dai emmène 4 des 7 épéistes de la brume avec lui dans la tombe, un exploit qui paraissait impensable pour un shinobi n'ayant jamais atteint le grade de Chunin. Après ce triste événement, Gai sera plus motivé que jamais à honorer le Nindo de son père et gravira les échelons de la hiérarchie ninja, passant d'abord Chunin, après avoir one-shot Obito à 2 reprises pendant l'examen d'ailleurs, avant de rejoindre l'élite de Konoha en devenant Jonin. Dans la première partie du manga, Gai est devenu Jonin Sensei et supervise l'équipe composée des 3 genin Neji, Tenten et Lee, ayant rencontré ce dernier quelques années plus tôt, après avoir entendu parler d'un jeune aspirant incapable d'utiliser le ninjutsu et le genjutsu, et l'ayant depuis pris sous son aile avant de devenir officiellement son sensei. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que contrairement à Lee et à ce que pensent certains, Gai est en fait capable de manipuler son chakra pour utiliser le ninjutsu, il a juste plus de mal que la moyenne
moyenne, mais il est quand même en mesure d'invoquer Ningame, et qui est la tortue ninja, et les databooks nous révèlent même qu'il a des affinités avec le Katon et le Raiton, même si bon c'est vraiment pas important vu qu'il ne s'en sert pas en combat, mais je trouvais ça intéressant à préciser. Bref, dès le début du manga, Guy est décrit comme l'égal de Kakashi, et ce dernier dit même à Sasuke que la vitesse de Guy dépasse la sienne, étant le meilleur utilisateur de taijutsu du village. Le premier exploit de Guy chronologiquement dans le manga survient lorsqu'il repousse facilement Kisame avec sa tornade de Konoha, sauvant ainsi Asuma, Kakashi et Kurenai qui se faisaient pourtant victimiser par Itachi et Kisame. D'ailleurs là-dessus petit aparté, mais j'en profite pour rappeler que si l'Akatsuki tente d'infiltrer Konoha à ce moment, c'est pour profiter du chaos laissé par l'attaque d'Orochimaru qui vient, je le rappelle, de ravager tout le village et de tuer le Sandaime. Donc tous ceux qui disent que ce n'est pas logique qu'Itachi tente de s'en prendre à Konoha étant censé être un espion au sein d'Akatsuki pour le village, il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin bref, je m'égare, mais ça fait jamais du mal de le rappeler. D'autant que l'Akatsuki ne se doutait pas qu'un shinobi du calibre de Guy était encore dans les parages. Car alors qu'Asuma se faisait bolos par Kisame, l'ayant à moitié one-shot avec Sameada, Guy le repousse facilement et semble confiant à l'idée de retenir deux des plus puissants membres de l'Akatsuki en attendant les renforts. Itachi dit même à Kisame de se méfier de Guy. Ce dernier en profite d'ailleurs pour nous expliquer qu'il a l'habitude d'affronter des utilisateurs du Sharingan grâce à ses nombreux duels avec Kakashi. En ne regardant que la partie inférieure du corps de son adversaire et en utilisant les reflets pour éviter le contact visuel, Guy est capable d'affronter de puissants utilisateurs de Dojutsu, une compétence que même Asuma, fils du 3e Hokage et membre des 12 ninjas gardiens, se dit incapable d'improviser sur le fil. Conscient de la situation désavantageuse et ne voulant pas causer trop de bordel, Itachi ordonne donc à Kisame de battre en retraite. Et alors, il s'agit là à peu de choses près de la seule démonstration de Guy durant la première partie du manga, mais ça reste pas rien vu qu'à l'époque, Itachi était tout bonnement l'antagoniste le plus puissant introduit dans l'œuvre, des propres dires d'Orochimaru, comme vous le voyez à l'écran, qui venait, je vous le rappelle, de vaincre le 3e Hokage, que Kabuto décrit pourtant comme le plus puissant des 5 Kage. Donc en termes de foreshadowing du pouvoir de Guy, ça se pose là. On pourrait aussi évoquer la fois où il a repoussé d'une seule main la technique de Gaara qui tentait d'achever Lee, mais bon, c'est pas hyper révélateur. En termes de compétences, il n'y a pas non plus 1000 choses à dire sur Guy, vu que ce dernier se contente de se battre au corps à corps, mais notons que dans les premiers, 2e et 3e databooks, ce dernier obtient une note globale de 31,5, alors même que sa moyenne est largement plombée par ses notes très médiocres en ninjutsu et en genjutsu, et même catastrophiques en saut, là où des personnages comme Kakashi de la première partie ou Kisame, des shinobi bien plus complets, ont respectivement 1,5 point et un petit point de plus que Guy. Et bien sûr, pas besoin de vous rappeler que les notes concernent ici Guy en forme de base, donc on garde le scaling de Guy avec les portes pour plus tard. Du coup, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que Guy en forme de base rivalise avec des shinobi du niveau de Kakashi, qui, je vous le rappelle, a littéralement détruit Zabuza en 1v1 à 2 reprises. Et je précise ça parce que ça implique qu'en forme de base, Guy a dépassé le niveau d'un des 7 épéistes de la brume, l'un des plus puissants d'après moi d'ailleurs, alors que pour rappel son paternel a pu en tuer 4 sur 7 avec la porte de la mort, donc je pense qu'il serait logique de voir les portes comme des multiplicateurs proportionnels à la puissance de base de l'utilisateur, plutôt que comme des boosts entre guillemets universels, une idée qui aura son importance pour la suite de cette vidéo. Bon, dans la deuxième partie du manga, on a le droit à plus de concret concernant la puissance de Guy. D'abord, lors de l'arc de sauvetage de Gaara, l'équipe Guy est envoyée en soutien à l'équipe 7, et ces derniers affrontent respectivement des clones de 30% du chakra de Kisame et d'Itachi, envoyés via la technique de transfert de forme de Nagato pour les retarder, le temps que Shukaku soit extrait de Gaara. Et alors, je vais pas passer une heure à vous expliquer que les clones en question ne sont pas des doubles de 30% de la puissance de Kisame et Itachi, mais bien des clones ayant 30% de leur chakra, vu que j'ai développé cette idée dans ma vidéo sur les jutsu les plus bizarres dans Naruto, que je vous recommande d'ailleurs. Mais pour ceux qui veulent quelques explications là tout de suite, je vous mets un petit extrait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est là où on rentre dans la partie de cette technique souvent mal interprétée par les fans. En effet, beaucoup ont compris que les doubles possédaient 30% de la puissance d'Itachi et Kisame, ce qui impliquerait par exemple que la boule de feu suprême d'Itachi ou les coups de Sameada de Kisame
balancés par leurs clones ne feraient que 30% des dégâts qu'auraient causé ces mêmes attaques lancées par les Itachi et Kisame originaux. Or, comme on vient de le dire, il s'agit de 30% de leur chakra et non de leur puissance. Et alors certes, Itachi précise que le nombre de techniques maîtrisées par la doublure est relative à la quantité de chakra transféré, ce qui explique notamment pourquoi ce dernier ne pouvait pas utiliser le Mangekyo à travers son clone, car cette capacité demande vraisemblablement trop de chakra. Mais théoriquement, le transfert de forme pourrait permettre à un clone d'utiliser un Kekkei Genkai comme le Mangekyo, même si l'autre sacrifié ne le possède pas, si la quantité de chakra lui étant consacrée était suffisante. Du coup, comme vous venez de le voir, Guy parvient à rétamer ce clone de Kisame avec la 6ème porte, ce qui, vous en conviendrez, était très impressionnant et stylé, mais on est encore loin du potentiel maximum de Guy. En effet, le boost conféré par la 6ème porte semble faire pâle figure en comparaison de celui offert par la 7ème porte, et a fortiori par la 8ème. Notons au passage que dans ce combat face à Kisame, Guy se révèle très adroit avec des nunchaku, qui lui permettent notamment de gagner en allonge. Et c'est là qu'on va aborder justement le rematch entre Kisame et Guy. Mais avant de voir ça, il est important de rappeler que Kisame est parvenu à avoir le meilleur sur Killer Bee dans leur combat, ce dernier étant pourtant un Jinchuriki parfait ayant fait passer Taka Sasuke et sa clique pour des amateurs. Et ce même Killer Bee s'est, comme j'ai dit, fait dominer par Kisame, surtout après sa fusion avec Sameada. Et alors que la victoire lui était quasiment acquise, Kisame a été trahi par son épée qui était devenu un peu trop fan du chakra bijou de Bee. Après ça, Bee a dû combiner ses forces à celles du Raikage, autrement dit pas n'importe qui, pour entre guillemets tuer Kisame, qui s'est en fait caché dans Sameada. Voilà, donc en d'autres termes, Kisame à 100% avec Sameada, c'est plus costaud que le Jinchuriki parfait d'Achibi. Pourtant, alors que Kisame sort de sa cachette et tente de s'enfuir sur l'île de la Tortue, Guy ouvre la 7ème porte et le rétame. Et je vous vois venir ceux qui vont me dire que Kisame était diminué, mais comme d'hab, je vous mets les panels à l'écran et on voit bien que Kisame absorbe d'abord le chakra de Bee, puis celui d'Aoba, donc on a toutes les raisons de penser que Kisame, alors fusionné à Sameada, je le rappelle, est à 100% de ses capacités. Malgré ça, avec la 7ème porte activée, et alors même qu'il combat Kisame sur son propre terrain, à savoir sur de l'eau, Guy parvient à le one-shot avec son tigre du Zénith, une nouvelle preuve du gouffre qui sépare la 7ème porte de la 6ème en termes de power-up. Voilà, donc avec la 7ème porte, Guy est à un niveau supérieur à celui d'un Jinchuriki parfait, niveau qui nous est pourtant régulièrement présenté comme le top au sein d'un village, aux côtés du Kage bien sûr. En effet, Bee est comparé en permanence à son frère le Raikage et, que ce soit lorsqu'il nous est dit que l'exécution de leur technique combinée, le double lariat, demande une force équivalente, ou encore lorsque Bee parvient à repousser Ei lors de leur clash juste avant son départ pour le front. En plus, lors de ce clash, Bee est en forme de base, alors que le Raikage est recouvert de son armure de chakra, et même si clairement on pourrait débattre qui du Raikage ou de Bee est réellement le plus chaud, ce qui importe ici c'est qu'il soit au moins comparable et que Guy avec la 7ème porte ait one-shot un Kisame ayant pourtant malmené ce même Bee. Et certes la 7ème porte, comme toutes les autres d'ailleurs, offre un boost seulement temporaire et a de gros effets secondaires sur Guy, mais il semblerait que le moins longtemps il l'utilise, le moins le contre-coup est brutal. Bref, tout ça pour dire que Guy est largement de niveau Kage+, voire Sannin, et même d'après moi de niveau Sannin+, vu qu'il semble supérieur à Bee en termes de puissance brute, ce dernier étant à peu près l'égal du Raikage comme on l'a dit. Je précise que quand je parle de la force brute de Bee, je fais référence à sa forme de base et à ses stades 1 et 2 de transformation en Gyuki. Lorsqu'il est totalement transformé, il a globalement plus de puissance que Guy, puisque ses réserves de chakra sont colossales, étant un démon à queue, mais cela dit, le tigre du Zénith a d'après moi une puissance de feu comparable à un orbe des démons à queue, même s'il ne peut utiliser la technique qu'un nombre de fois limité, là où Bee peut les spammer. Donc face à Bee totalement transformé en bijou, je ne pense pas que Guy aurait assez d'endurance pour en venir à bout, mais reste que dans ses formes précédentes ça ferait le taf, et qu'en puissance de feu, Guy 7ème porte est loin d'être ridicule, même comparé à un démon à queue du calibre de Gyuki, ce qui en dit vraiment long sur le niveau de fou furieux de cette version de Guy. D'autant que pour rappel, Kisame était surnommé le démon sans queue, alors certes c'était en référence à ses quantités astronomiques de chakra, mais on l'a vu lors de son combat face à Bee, se dire qu'il est comparable à un bijou du calibre de Gyuki me paraît pas déconnant, et encore une fois, Guy avec la 7ème porte lui a bien montré qui était le boss. Et puis de toute façon, certains de ses exploits face à Obito puis Madara durant la guerre ont d'après moi tendance à soutenir cette idée d'un Guy 7ème porte à la puissance de feu comparable à celle d'un bijou. Du coup justement, voyons un peu ce que Guy nous a proposé durant la 4ème grande guerre ninja. Déjà, alors que Kakashi et lui viennent en soutien à Naruto et Bee qui affrontent Obito et ses 6 Jinchuriki,
Kyuubi, Guy parvient à repousser ces derniers alors au stade 2 de transformation en bijou en activant entre guillemets seulement la 6ème porte. Et pour rappel, des personnages comme Orochimaru et Jiraiya, deux membres du trio légendaire, ont eu bien du mal face à Naruto, alors lui aussi au stade 2 de transformation en Kyuubi, qui est certes le démon à queue le plus puissant, mais là on parle de 6 Jinchuriki, donc c'est clairement pas rien. Et alors oui, je sais, Jiraiya n'essayait que de contrôler Naruto et n'a bien entendu pas utilisé le mode ermite, et Orochimaru était encore très diminué de son combat face à Hiruzen, mais ici on essaye seulement de donner des ordres de grandeur, et il est clair que cet exploit de Guy contribue à le placer dans le tier Sannin Plus avec la 7ème porte, vu encore une fois l'écart entre celle-ci et la 6ème. D'ailleurs, plus tard dans cette même guerre, Guy est carrément capable de repousser le Susanoo de Madara avec son tigre du Zénith. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est pas à la portée de n'importe qui ? Et bien sûr, comment évoquer la puissance de Guy sans parler de sa forme ultime, son sacrifice final, cristallisation de son Nindo, l'ouverture de la 8ème porte, celle de la mort face à Jubidara. Avec cette technique, Guy est si rapide et puissant qu'il parvient à infliger de vrais dégâts à Madara qui semblait jusqu'alors intouchable. Ce dernier dit même texto qu'il ferait mieux de ne pas se faire toucher directement par des coups de Guy car les simples ondes de choc de ses coups parvenaient déjà à le repousser. Madara reconnaîtra d'ailleurs Guy comme le premier combattant digne de lui depuis Hashirama, alors qu'il avait pourtant affronté les 5 Kage, Tobirama, les 9 bijoux, Naruto KCM ou encore Sasuke Mangekyo Sharingan éternel, le tout dans une forme inférieure, c'est-à-dire en Edo Tensei. Du coup, aucun doute que ce Guy est le shinobi non boosté au chakra Rikudo le plus puissant de l'histoire, même si c'est pour un court instant. Cela étant dit, il semble tout aussi important de noter les limites de Guy 8ème porte que certains semblent ignorer. Bon, déjà, on sait qu'utiliser cette technique le tue à petit feu, enfin pas si petit que ça, puisqu'après avoir balancé son Guy de la nuit et arraché la moitié du torse de Madara, Guy est littéralement cramé et a tous les os brisés, ce qui implique que la technique doit durer quelques minutes voire secondes. Dans le manga, le combat dure environ un chapitre mis bout à bout, et il semble important de préciser que sans l'intervention de Kakashi, Minato et Lee, Guy aurait peut-être réalisé une moins bonne performance face à Madara. Et au-delà de la limite temporelle de la 8ème porte, déjà faut rappeler que c'est une technique situationnelle, vu qu'elle implique de mourir, mais en plus il faut être réaliste et admettre qu'on est encore pas tout à fait au top de ce qui se fait dans le manga en termes de puissance. Car rappelons que le Madara qui affronte Guy n'est même pas encore à son plein potentiel, n'ayant pas encore absorbé l'arbre divin ni même récupéré son deuxième Rinnegan. Ensuite, il est clairement suggéré que Madara souhaitait s'amuser avec Guy en n'utilisant ni son clone des limbes ni aucune de ses techniques Senpo face à lui. Et enfin, dès lors que Naruto obtient les pouvoirs d'Agoromo, ce dernier fait globalement une meilleure performance que Guy, le tout avant même de se recouvrir du manteau de chakra de Kyuubi. Et alors certes, Madara se remettait encore du Guy de la nuit subi juste avant, et a été surpris par le power-up soudain de Naruto, mais il faut aussi être capable de lire entre les lignes. Déjà, on voit bien que l'éléphant du soir a empalé Madara dans l'arbre divin sans trop l'endommager, là où le Rasen Shuriken Yoton de Naruto l'a littéralement tranché en deux comme dans une mode de beurre, mais en plus dès que Naruto débarque, Madara tente de le repousser avec son limbo, ce qu'il n'a même pas envisagé face à Guy comme je le disais plus tôt. Après ça, bien sûr, Madara continue de power-up, tout comme Naruto et Sasuke, et arrivé à un moment, Guy 8ème porte, qui avait déjà bien du mal face à Jubidara pré-absorption de l'arbre divin, est totalement dépassé. Mais attention, il faut bien comprendre qu'on compare ici un shinobi entre guillemets normal à des personnages ayant reçu des boosts quasi voire totalement divins, ce qui en dit long sur la puissance véritable de Guy Maito. Il est finalement la personnification d'une philosophie centrale de l'œuvre qui dit que le talent n'égalera jamais la détermination et qu'en ayant confiance en soi, on peut réaliser des exploits dont même des génies sont incapables. Voilà les potes, on a fait le tour de cette analyse de la puissance de Guy, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire où vous placeriez les différentes formes de Guy sur les échelles de puissance du manga, et aussi ce que vous pensez de ce personnage. Moi j'avoue qu'au début j'étais pas trop fan de son côté excentrique, mais à la fin j'ai été obligé de reconnaître que ce perso c'est juste une masterclass. Au passage, pensez également à aller me follow sur Twitter, je vous mets le lien en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.